vous recommanderiez? Quelles sont les postures ou les types de yoga les plus recommandés du coup dans le cadre des troubles du comportement alimentaire? Oui, donc comme on a dit, il y a cette étude, enfin on n'a pas encore parlé de cette étude d'Atsala, et j'en parle dans mon livre. C'est une étude qui a étudié 273 adolescents et adolescentes qui avaient des troubles du comportement alimentaire, et ils n'avaient rien de commun sauf l'anxiété. Et donc il faut vraiment travailler sur l'anxiété. Pour ça le yoga est très bien parce que ça travaille sur l'anxiété au niveau du corps et de l'esprit. Donc au niveau du corps, tout ce qui tend le corps mène à une détente profonde après et permet de dénouer l'anxiété. Donc je dirais que toutes les postures sont bonnes, mais c'est vrai que les postures sécurisantes au début, on doit leur donner la préférence parce que c'est un peu prendre le patient dans le sens du poil. Hein. Donc il a l'anxiété, donc on favorise la sécurité. Donc ça peut être la feuille pliée, où on est assis sur ses talons avec le front devant dans le sol, les postures sur le ventre et une ouverture progressive, sans forcer, voilà, mais une ouverture qui soit progressive et donc agréable. Et voilà, donc pour les postures, il y a ces choses-là, et prendre suffisamment le temps pour la relaxation consciente, voire hyper consciente, entre les postures. Parce que c'est très important, c'est réparateur pour quelqu'un qui est mal dans sa peau. Il y a un auteur, Jean-Philippe de Tonac, qui était anorexique, donc un anorexique garçon, et il a écrit des très beaux livres sur littérature et anorexie. On sent qu'il a une grande sensibilité à ces sujets. Et il dit, quand il témoigne de lui-même, que ça prend beaucoup de temps pour se réconcilier avec son corps et pour réhabiter sa maison. Parce que quand on est dans l'anorexie aiguë, on n'habite plus sa maison. Hein, on est comme enfermé dehors. Et donc, il faut vraiment du temps pour se rééduquer. Et même la sexualité, qui pourrait paraître une recette facile pour se réconcilier avec son corps, c'est pas si simple, parce qu'il y a toutes les complications relationnelles, etc. Et donc, et puis dépendre de l'autre pour avoir une bonne image de son corps, c'est dangereux, parce que quand il y a la rupture, ça s'inverse. Hein, et du coup, le côté un peu maniaque de l'expérience amoureuse qui marche s'inverse rapidement en dépression. Et donc l'anorexie n'a pas besoin de ça, parce qu'il y a suffisamment de tendance à la dépression dans l'anorexie pour être prudent autour de ça. Donc réhabiter son corps de façon douce, et donc ça peut être le massage, ça peut être la méditation, ça peut être le hatha yoga. Le mieux c'est d'avoir des combinaisons de tout ça. Et donc ça c'est pour les postures. Pour le pranayama, donc il y a l'observation du souffle qui est très bien parce que ça rééquilibre. Simplement, au début, c'est bien d'en faire beaucoup, hein, parce que c'est quelque chose de très naturel, mais étant naturel, c'est un peu comme les médecines alternatives, ça agit plus lentement que la médecine allopathique. Et donc, savoir qu'il faut prendre son temps quand on fait l'observation du souffle, mais en même temps, c'est exactement ce dont a besoin la patiente anorexique, parce que c'est le renoncement au volontarisme. Hein, je n'agis plus sur mon souffle est suffisamment grand pour se débrouiller par lui-même, et derrière le souffle qui se rééquilibre lui-même, il y a les émotions qui se rééquilibrent elles-mêmes. Et donc il faut beaucoup encourager ça, mais comme on n'a pas beaucoup de capacité de concentration, c'est bien d'alterner ça avec des exercices qui sont plus concentratifs, des postures, des méditations rythmées, etc. Et alors dans les méditations rythmées, il y en a une qui éradique l'anxiété, on peut dire, assez rapidement, mais justement parce que les patients sont anxieux, ils auront du mal à rentrer dedans, donc il faut les encourager en disant c'est vraiment thérapeutique, et c'est justement parce que c'est ce dont tu as besoin que tu as un peu de mal à rentrer dedans, et c'est la petite respiration. Donc dans le taoïsme ils font beaucoup ça, dans le yoga ils y apportent une grande importance, ils la décrivent même comme une respiration qui peut mener au stade très élevé du yoga, ce qu'ils appellent le Kevalya Kumbhaka, c'est-à-dire Kumbhaka, la suspension du souffle, Kevalya unique, c'est-à-dire unique en son genre. Et donc dans ce Kevalya Kumbhaka, c'est une petite respiration où on inspire 3-4 cm3, on expire 3-4 cm3. Donc ça se fait relativement rapidement, pas trop quand même. On pourrait appeler ça un halètement tranquille, un peu comme ça, voilà, on respire comme ça. Et quand on rentre dans cette petite respiration, à ce moment-là,
il y a une baisse de l'oxygène, donc un ralentissement du cœur, et quand il y a le ralentissement du cœur, il y a un calme profond qui s'installe. Et donc ça c'est très important, c'est logique, donc expliquer comment ça marche, et après leur demander de beaucoup pratiquer. Et donc concrètement, c'est mieux de faire des séries décroissantes pour ne pas être trop violent en attaquant tout de suite une petite respiration pour avoir l'impression de suffoquer. Donc on inspire, on expire profondément, puis on diminue progressivement, puis ensuite de nouveau on manque d'air, donc on réinspire, on soupire 2-3 fois, puis de nouveau on diminue. Et ça, donc c'est le premier pranayama. Il y a un second pranayama qui est aussi la respiration lente du zen, qui est aussi la cohérence cardiaque. Donc le mieux c'est de prendre son pouls et de faire 5-6 battements de cœur sur l'inspire, 5-6 battements de cœur sur l'expire. Alors pour d'emblée aller au-delà de l'exercice purement physique, j'aime bien combiner ça avec une méditation altruiste et ça va nous mener à notre dernier point sur la méditation altruiste. Donc on peut mettre une formule du style par exemple je me libère le souffle sur l'inspiration, en inspirant très naturellement, vraiment comme on sent, et donc un peu rapidement en général. Et puis sur l'expiration, je sais donner aux autres, quelque chose comme ça. Ce genre de formule. Donc sur l'inspiration et sur l'expiration, il y a deux formules différentes, qui sont oui, différentes, prédéfinies. Donc sur l'inspiration, c'est vraiment récupérer. Quand on manque de souffle, c'est vital de pouvoir réinspirer. Donc on dit qu'on accepte ça. Ah oui. Je sais, ouais, voilà, oui. Donc je sais me libérer du souffle court, sous-entendu. Et sur l'expiration, je peux donner aux autres, voilà, quelque chose comme ça. Donc on vise sur un rythme 5 ou 6 battements de cœur, donc aussi 5 ou 6 syllabes sur l'inspire et sur l'expire. Et donc ce sont des phrases, des mantras qui sont orientés, qui sont basés sur l'altruisme, sur vraiment la notion Alors, d'altruisme. donc, quand on fait bien cette cohérence cardiaque, l'expiration donc est plus lente que l'inspiration. Et là, donc, il y a une stimulation parasympathique et on a une chaleur qui vient dans le corps et c'est vraiment la sensation du don. Quand on donne avec cœur, c'est cette sensation qu'on a. On sent plus le cœur, on sent la chaleur dans le corps. Donc, on peut donner avec cœur, avec chaleur, c'est-à-dire qu'on est dans le bon altruisme. Et donc, autant renforcer ça par une formule. Donc, n'hésitez pas à faire votre formule. Et le rythme est important, donc environ 5 ou 6 battements de cœur sur l'inspire, 5 ou 6 battements de cœur sur l'expire. Ou alors aussi, un équivalent que j'aime bien aussi, 4 battements de cœur sur l'inspire, le 5e est et la fin de l'inspire, donc on inspire pratiquement plus sur le 5e, on commence à expirer tout doucement sur le 6e, et ensuite on fait 4 battements de cœur sur l'expire, et voilà. Le chiffre 4, symboliquement, c'est bien parce que c'est le carré, comme les 4 pieds de la table, c'est quelque chose sur lequel on peut tabler. Comme on pose quelque chose sur une table, on peut tabler dessus, parce qu'il y a le 4. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est clair et net dans sa tête, qui est rassurant pour les autres, on dit c'est quelqu'un de carré. C'est plutôt un éloge.